Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Caroline, qui est une de mes élèves et je connais Kaipi depuis quelques années, mais Caroline maintenant est aussi devenue instructrice Nosework, donc il y a eu quand même un long trajet qui s'est fait et comme j'adore partager avec toi et que je trouve que, ton parcours avec Kaipi est quand même peu ordinaire ou en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour tout le monde d'avoir un petit peu, ton vécu, le vécu avec ta chienne, et votre aventure finalement, commune et au travers du flair. Donc bonjour Caroline, Prince. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi, Kaipi? Alors, je suis Caroline, j'ai 52 ans, je travaille pour l'État de Genève et j'ai toujours vécu avec des chiens depuis ma plus tendre enfance, mais j'ai jamais rien fait avec. En fait, c'était vraiment ce qu'on appelle l'animal de compagnie, le doudou. Pendant toute ma jeunesse, c'était mon confident et mon doudou. J'ai jamais travaillé avec un chien. Et puis, l'aventure avec Kaipi a commencé maintenant il y a 3 ans et demi. Même pas, ouais, un peu plus de 3 ans. Où j'avais perdu ma chienne, avec qui je faisais rien non plus, mais avec qui j'avais vraiment un lien très fort. Et c'était, une bergère allemande et je savais que je reprendrais un chien, mais j'avais décidé de pas le chercher. J'avais décidé que ce chien arriverait dans ma vie. Donc j'ai pas cherché le chien et le chien est arrivé dans ma vie et c'était Galpi. Donc c'est Karine, une amie, qui m'a un jour envoyé une photo d'une petite border trop chou, qui était dans une association, qui avait été récupérée parce que, bon, maltraitée, exactement on ne sait pas quoi, par un fermier et donc il mettait à l'adoption cette chienne et ses 2 frères. Effectivement, la photo aidant et le fait que j'avais contact avec un border, je connaissais pas tellement cette race avant, d'avoir rencontré justement un border qui était assez âgé, mais que j'avais adoré, côtoyer et du coup, bah, je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» Et donc voilà, j'ai postulé dans cette association pour pouvoir obtenir la CAIPI en question et bah, voilà, ils sont venus visiter ma maison et cetera et tout. Ils m'ont amené la chienne un jour de mars, un beau jour de début mars et c'était la cata. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle voulait, cette chienne, c'est se cacher sous une table et ne parler à personne et ne voir personne. Et sans doute, à ce moment-là, j'aurais dû dire: «OK, non, j'ai pas les compétences, en fait, pour m'occuper de cette chienne, parce que je sais pas le faire». Elle avait déjà passé 4 mois, donc le tout ce qui était sociabilisation, on était déjà un peu tardif pour faire et ben, j'ai pas eu le courage de dire non et l'aventure a commencé. OK, du coup, en fait, ma question suivante, c'était, voilà, dans quel contexte, s'est fait l'adoption de Kaipi? Mais tu y as déjà, en tout cas, bien répondu et donc du coup, tu as quand même décidé, entre guillemets, de la garder ou de l'accepter dans ta vie, même si tu voyais que, ben, en tout cas, du côté de Kaipi, c'était compliqué, c'est ça? Oui, c'est exactement ça et je pense que même maintenant avec le recul, je dis ça, mais je crois que j'avais même pas conscience, de vers quoi je me lançais, en fait. Ah, Parce que donc vraiment, c'était une chienne qui était terrorisée. Elle était la queue, au niveau du menton et puis, et vraiment et je pense alors bon, j'ai peut-être naïvement mis ça sur le compte du: «Bon, il y avait des gens, je connais pas l'endroit» mais je me suis vraiment pas rendu compte de l'enjeu qu'il y avait là derrière, pas du tout. donc en Donc fait, j'ai gardé tu t'es un peu, enfin, laissé dans ton sens où, bah, oui, voilà, tu as vu ça, mais tu t'es dit: «Ça va aller», enfin, après quelques jours, ça va aller? quelque chose de cet ordre-là, comme quand on adopte un chaton et puis qu'au début c'est la cata, mais même un chiot, au début il pleure parce qu'il a pas ses frères et sœurs. Donc j'étais un peu dans cette idée-là que une bouillotte, un panier sympa et puis ça allait bien se passer en fait. Le déni total. Enfin, finalement, moi, c'est vrai que je te connaissais pas encore à l'époque, on s'est connus plus tard, donc moi, je l'ai vu, oui, timide, réservé, mais moi, je l'ai pas connu comme ça et quand je vois, Kaipi aujourd'hui,
Finalement, est-ce que tu peux nous raconter comment Kaipi est passé, de jeune chien ayant subi des traumatismes et qui a peur de tout le monde en, super chien de Nosework, et Mantrailing, tu vois? Enfin, finalement, moi je trouve que la transformation est juste, hallucinante. Évidemment que ça s'est pas fait en 2 coups de cuillère à peau, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être un petit peu les étapes par lesquelles vous êtes passé? Donc de cette chose tremblotante qui se cachait sous la table, à, finalement une chienne aujourd'hui qui est, normale ou en tout cas, quand on la voit comme ça, dans la rue, on peut pas se douter, d'où elle vient. Alors bon, dans les grandes lignes, à l'époque, j'évoluais avec des gens du berger allemand de Genève. Donc cette petite chienne a tout de suite été, mis en contact avec des gens et avec des chiens. Et puis j'ai commencé par faire de l'obéissance. Hem, Discipline avec le recul, et assez rapidement, à vrai dire, je me suis rendu compte que c'était fait ni pour elle ni pour moi. Mais enfin, je suis très contente parce que j'ai une chienne qui obéit aujourd'hui et c'est merveilleux. Donc, je conseille à tout le monde d'avoir des bonnes bases d'obéissance, mais enfin, j'allais pas en faire, un truc, voilà. Pour moi, l'obéissance, de mon chien, il se limite à sa sécurité, mon confort et notre bien-être mutuel. Donc, voilà, j'étais assez vite, saoulée et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait un problème de caractère, elle et moi. C'est-à-dire que étant dotée d'un caractère, plutôt impulsif, voire fort, elle, c'était dès que je montais un petit peu dans les tours parce que ça marchait pas comme je veux, et ben, je la perdais complètement, en fait. Donc j'ai déjà dû, à ce moment-là, et elle était encore toute jeune, apprendre, bah, justement comment la gérer. Parce que si je m'énervais, bah, c'était fini, je pouvais la remettre dans la voiture. Il y avait plus moyen d'en faire quoi que ce soit. Donc déjà là, j'ai commencé à travailler un peu sur moi, mais avec beaucoup de difficultés parce que je comprenais pas. En plus, bah, il faut s'imaginer le cadre où je bosse avec des gens qui ont des BA de travail, où là, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Donc je peux même pas, j'ai pas d'expérience, je peux même pas vraiment me calquer sur ce qu'ils font eux, puisque c'est pas, C'est pas fonctionnel avec adapté ouais, c'est pas adapté à Kaipi et à son finalement à son état émotionnel. exactement. Donc il faut apprendre et puis il faut, passablement échouer et puis réessayer et cetera et tout. Pendant cette, période-là, on avait commencé aussi à faire un peu de détection sans que ça en soit, c'est-à-dire on avait commencé à travailler sur la désignation puisque, bah, les gens que je côtoyais, travaillaient sur de la bon, c'était plutôt pro comme, comme recherche, mais effectivement, bah, je trouvais ça sympa donc bon, j'ai dit: «OK, on va faire la même chose qu'eux, donc on va monter un chien de détection». Je ne savais pas de quoi, mais peu importe. Donc, à l'époque, bah, c'était juste petite boîte bouffe pour désigner une boîte qui était vide. On en a parlé plus tard ensemble. C'était une très mauvaise idée. Mais enfin bon, comme ça, elle a une désignation, il y a d'autres avantages. Et puis, on avait décidé un groupe justement d'amis d'aller, à l'Oyette, à la Chose des Prés là, comment ça s'appelle? Prairie La non? Flérida. Mmh. Parce qu'il y avait des démos de recherche d'explos, sauf erreur et puis ça intéressait les gens, donc on a dit: «OK, on va les voir». C'était un sauf erreur, une femme qui travaille à la douane et puis un qui travaille dans la pénitentiaire, qui faisait des démos avec leurs chiens. Bon, il s'avère qu'ils ont pas fait des démos d'explos, mais ils ont fait de la détection de billets, mais finalement, je me rends compte avec le recul que peu importe ce qu'on cherche, le boulot est le même. Et j'ai rencontré Laure sur un stand où elle vendait des briquets factices et je comprenais pas tout qu'est-ce qui se passait et et du coup, bah, on a regardé ta démo. Tu avais fait une démo de Nosework. Du coup, bah, on avait regardé ta démo et tout, puis après j'étais venue à ton stand, puis on avait un peu discuté, puis on avait parlé de mots comme ça, puis je pense que je t'avais fait part ce jour-là de, bah, de mon incompréhension. C'est pas vraiment incompréhension, mais enfin mon incapacité à trouver des pistes et cetera et tout et il s'avère que genre 2 semaines plus tard, tu faisais un week-end cognition canine et je suis venue à ce week-end de cognition canine. Voilà le début de notre histoire à nous. C'est vrai. Ça, je m'en souviens Hem, bien.
et du coup, bah, voilà, j'ai fait ce week-end, j'ai appris que ma chienne avait tout plein de qualités sauf celle de faire de la détection. Parce que Non, beaucoup trop en de fait mémoire. Oui, non, ouais, qu'elle allait parce être bonne, mais que j'allais me faire chier. Je crois que c'est ce que tu m'as dit à peu de choses près. Ça va être ouais. compliqué pour toi. Oui, parce qu'en fait, elle était très haute en cognition, enfin des excellents résultats. Je crois qu'elle avait 100 en cognition, donc ou pas loin ou Mémoire et puis un peu moins un en ouais, un peu moins ouais. en mémoire. Et du coup, ça voulait dire que c'est une chienne qui voit tout, qui, observe l'environnement, qui note les changements dans l'environnement et quand tu rajoutes à ça une excellente mémoire, ça veut dire qu'elle peut tout apprendre très vite, le bien comme le moins bien. Et ça veut dire enfin, c'est ce que je dis toujours quand on se retrouve face à ce type de chien-là, c'est que, du coup, il faut être un très bon entraîneur parce que sinon, c'est des chiens qui peuvent apprendre des choses qu'on n'a pas forcément envie de leur enseigner. Voilà. Il y a ça et puis l'autre chose que ça m'a peut-être aussi éveillée, c'est sa capacité à s'ennuyer. Un peu comme si alors sans vouloir, parce que j'ai pas fait ça avec mes enfants, donc je le ferai pas avec mon chien, je dirais pas qu'il est HPI. Mais par contre, bah, typiquement dans les suites d'obéissance, l c'est là que j'ai introduit que tout d'un coup, je vais faire un saut ou tout d'un coup, je vais faire un autre truc et ça a redonné un peu de vie, en fait, dans mes entraînements. Parce que vraiment et ça, on l'a vu aussi plus tard dans la détection, à un moment donné, sa motivation, elle décroît et c'est hyper compliqué de faire, de reconstruire la motivation. Donc voilà, début de et c'est ce week-end-là qu'on a parlé girofle, parce que tu m'as dit: «Mais tu fais quoi avec ta chienne?» et je t'ai un petit peu expliqué que je faisais de la boîte et là, tu m'as regardé avec des yeux. Je me rappellerai toujours. «Et il y a quoi comme odeur dedans?» «Bah, il y a rien». «Pourquoi tu fais ça?» Ouais, ouais, je m'en souviens. Mais oui, parce qu'en fait, je comprenais pas. Tu me disais: «Oui, non, mais je m'amuse avec la boîte». Je dis: «Oui, mais il y a quoi dans la boîte?» Puis il me dit rien. Mais je dis: «Non, non, mais avec la boîte, tu fais quoi?» Enfin, c'était un concept qui m'était complètement inconnu et en fait, je ne comprenais pas, ce que tu faisais et c'est pour ça qu'il y avait toute une partie de moi qui se disait: «Mais ouais, pourquoi?» Voilà. Que parce que la seule solution que j'ai à te donner, parce que finalement, ben, depuis, j'ai plus jamais, utilisé de boîte vide. Mais tu m'as dit: «Bah, voilà, là, c'est là qu'on a parlé Nosework et c'est là où je t'ai dit: "Bah, alors, il faut mettre quoi comme odeur?" et tu m'as dit: "Girofle" et moi, j'ai acheté des clous de girofle, puis je les ai mis dans ma boîte Oui, oui, parce et que je t'avais dit: «Bah, tu peux mettre n'importe quoi, tu peux mettre, de la la cannelle, des clous de cannelle, girofle, exactement. enfin des trucs que tu as chez toi» et effectivement, tu as été acheter des clous de girofle. Oui. Et quelque temps plus tard, tu organisais un stage de Nosework, tout niveau, sauf erreur et c'est là où je suis venue pour la première fois, sur le terrain. Et ouais, ça a été le début de l'aventure Nosework. C'est marrant parce que je garde aussi, la mémoire de ce stage qui était, je dirais, en septembre et d'ailleurs, il y avait Polka avec nous. C'était rigolo. C'était aussi la première fois qu'elle faisait du Nosework Ouais. et du coup, bah, on a passé vraiment 2 jolies journées et puis tout semblait, évident, facile et sans complications et sans problème et on s'est lancé d'ailleurs dans les inscriptions au concours de grands sons, genre 3 mois plus tard, sans aucune réflexion, autre que: «Ça va être sympa» et voilà, début de l'aventure Nosework donc ça c'était, bah, ça fait maintenant 2 ans? 3 ans. 3. Ah non, Ouais, elle avait 1 an. elle avait Oui? juste pas une année, elle est de novembre, donc logiquement, ça fait 2 ans. Ça fait que 2 ans? Non, je pense ça fait elle va avoir 4 ans, non? Elle va avoir 4 ans, tu as raison, donc ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est le souvenir que Elle j'avais. avait juste pas une année quand on a commencé le Nosework. Oui. Ouais, ouais. Ouais et ce que je rebondis un petit peu sur ce que tu dis par rapport, à l'ennui. Mais ça, c'est typique de ce genre de profil, c'est-à-dire, très haut en déduction et très haut en mémoire. C'est qu'en fait, une fois qu'ils ont compris ce qu'on leur demande, ben, en fait, il y a plus de challenge. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris ce qu'on leur demande, ils sont là: «Bon, OK, finis ton truc, file-moi ma récompense, qu'on puisse passer à autre chose» et ça fait que du coup, c'est des chiens où bah, tout ce qui est répétitif, déjà, ça marche pas bien, enfin, ça va vite les saouler et du coup, ils vont créer leur propre intérêt. Mais leur propre intérêt, ça peut être, j'invente un truc dans le jeu,
ou je vais carrément faire autre chose. Ce qui est évidemment pas toujours, ce qu'on souhaite et nous, dans notre tête, on voit ça et on se dit: «Non mais en fait, le chien, il a pas compris». Alors que si, en fait, il a très, très bien compris, c'est juste qu'il trouve ça super naze, enfin super ennuyeux. Mmh. Et je pense qu'à un moment donné, ça a été le cas de Kaipi parce que comme tu l'as dit, on va dire que votre, voyage dans le nosework, ça a pas été un long fleuve tranquille puisqu'effectivement, au départ, ça a été très, très bien et tout d'un coup, il y a eu un moment, un petit peu de flottement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étape qui commence maintenant à être bien derrière vous, mais qui a été un petit peu effectivement, compliquée? Alors, ça va très vite au début quand on fait du nosework, ça va très vite et très bien parce que «tout est facile» entre guillemets donc moi j'avais toujours cette problématique de l'intérieur avec Kaipi. Les nouveaux lieux, sont encore aujourd'hui un peu compliqués pour elle, mais à l'époque c'était vraiment très compliqué donc tout ce qui était intérieur était difficile, mais pour le reste, bah, voilà, c'était une chienne qui avait compris le job et puis, qui avait déjà sa désignation pour avoir fait de la boîte et de la boîte. Donc ça marchait très bien, donc en fait, je me suis vraiment embarquée avec beaucoup d'aisance, dans ces niveaux du nosework et puis jusqu'au moment où, bah, plus. Elle cherchait plus, elle était cassée. Je pense que j'étais cassée aussi, mais en tout cas, c'est vrai que, bah, ça marchait plus du tout. Et là, j'ai commencé à chercher, bah, on en a aussi parlé beaucoup ensemble, on a cherché à trouver des solutions et tout et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, bah, c'est recommencer à zéro. Je l'ai arrêté complètement pendant plusieurs mois. Mais je pense que c'était mieux aussi pour moi parce que ça finalement, ça m'agaçait et puis, bah, maintenant qu'on sait que Kaipi, c'est pas une bonne idée de s'agacer dessus, ça allait pas du tout être constructif, donc j'ai complètement arrêté de m'entraîner avec elle. C'est devenu le chien de compagnie, qui va promener, et c'est tout. Plus du tout de travail avec. Et puis on recommence à zéro. Donc tellement que, bah, même les concours, je les faisais en novice que enfin voilà. C'était vraiment, et puis finalement, j'ai trouvé mon compte, je crois, parce que c'était des moments où c'était fluide, où c'était agréable et puis, bah, les difficultés, on les a remis, mais très progressivement. Elle est maintenant récompensée autant au jeu à la nourriture. Pour moi, c'était important de lui faire augmenter sa motivation, entre autres via la récompense, parce que ça, c'était aussi, un des gros trucs. Et voilà. Donc ça a été toute une époque qui a duré, je dirais, au bas mot 6 mois, de vraiment de recréer des fondamentaux parce que ça a été enfin, quand j'ai construit Kaipi, c'était sans connaissance aucune. Après, j'ai effectivement fait ta formation d'instructeur nosework et c'est peut-être aussi pendant cette formation-là que je me suis rendu compte la somme d'erreurs, mais OK, c'est pas des erreurs, mais enfin de choses que j'aurais, en connaissance de cause, fait différemment. Du coup, c'était intéressant de se dire: «OK, et si maintenant on refaisait des fondamentaux un petit peu plus, un peu plus solides?» Donc redébut, et retravail, un arrêt de 3 4 mois et puis un redébut de travail comme presque on ferait avec un chien qui a jamais fait de nosework. Ah, c'était assez efficace finalement parce que, bah, il y avait plus d'ennui, il y avait plus cette lassitude ni de ma part ni de la sienne. Mmh. Oui, puis tu me disais aussi que toi, tu as évolué, enfin, tu dans ton état d'esprit ou dans ton approche, en fait, de Kaipi et que probablement pour toi, ça a aussi été un élément un peu qui a fait décanter cette stagnation finalement. Mais ça, je pense que c'est aussi un peu plus tard, en fait. Ça, c'est parce OK, que là, j'avais déjà commencé le, main trailing avec toi. OK. Ça, c'est encore l'autre aventure, olfactive, de Calcul et moi. Et bah, du coup, ça m'amène à la question suivante, comme ça on peut un petit peu avancer, mais quelle a été la place, bah, du man-trailing dans la confiance, que Kaipi a gagnée envers les humains? Parce que moi, je me souviens des premières séances où en fait, tout d'un coup, quand elle arrivait sur l'humain, elle faisait: «Oh mon Dieu, il y a quelqu'un» et elle faisait des bonds en arrière et je me disais: «Ah mais non, la pauvre» parce qu'en fait, elle pistait hyper bien et à la fin, il y avait cette peur et je me disais: «Oh là là, est-ce que ça va pas finalement avoir un impact négatif sur sa motivation de faire hyper bien et au moment où on veut la récompenser, ben, c'est presque aversif. Très vite, on a trouvé la solution, on demandait aux gens de laisser, la récompense et de se reculer,
et puis au final, bah, ça a passé. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu aussi cette, bah, finalement deuxième aventure de flair qui est différente puisqu'on travaille pas les mêmes choses, mais qui peut-être ont été complémentaires? Ouais, plus que complémentaire, parce que c'est là que j'ai beaucoup compris de choses sur Kaipi. Parce qu'en fait, pour elle, cette discipline-là n'a jamais été un problème. Hormis ce que tu expliquais, l'arrivée, et en fait, elle me regardait en disant: ton humain, il est là, si jamais, mais moi, je ne vais pas y aller, en fait». Donc, par contre, pour le reste, c'était vraiment hyper fluide, et cetera. Et je crois que c'est là vraiment que ça m'a percuté, que je suis le problème de mon chien. Parce que là, j'étais à distance, donc je lui mettais zéro pression. Elle m'en mettait, parce que quand je traînais derrière, elle me regardait, à l'air de dire: «Allez, avance». Et c'était vraiment impressionnant de me rendre compte à ce moment-là que, en fait, j'étais le problème de mon chien. Et c'est pas du tout de l'autoflagellation, hein, c'est vraiment une pure constatation, c'est qu'elle travaille beaucoup mieux si moi, je suis pas sur elle. Donc vraiment, elle sait ce qu'elle a à faire. C'est vraiment ce côté: «C'est bon, je connais mon job, tu es mignonne, mais viens pas me perturber et tout va bien se passer». Et depuis qu'elle travaille seule, le maximum du temps, pas en trailing, mais en nosework, je la fais travailler en libre. Je ne bouge pas, je ne dis rien et elle a jamais aussi bien travaillé de sa vie. Donc je suis le problème de mon chien et c'est OK. C'est marrant parce que comme j'ai fait les tests de cognition à Happy et je me souviens que quand, j'ai vu les résultats, j'ai beaucoup pensé à toi parce qu'à peu de choses près, c'est la même chose et en fait, je vois que Happy, en détection, c'est une chienne qui a pas du tout envie, que je lui dise où elle doit chercher. Elle se fait sa propre idée, son propre plan de comment gérer le truc et je vois même que parfois alors je pense que Kaipi, elle réagissait différemment, c'était plus, parce qu'évidemment, Happy, elle a pas de passé douloureux, enfin, elle a eu une enfance heureuse, comme on dit. Dis, là, on lui a pas demandé. Je vois son regard si j'essaye d'intervenir, elle fait genre: «Ah feu, qu'est-ce que tu fous là, quoi?» Et Kaipi, c'était plus, «Ah bah, tu veux faire toi, donc je fais pas». Et en fait, c'est plus dans la réponse, que je vois une différence, mais le fond, c'est le même. Le fond, c'est le même. Après, moi, je pense que c'était encore au-delà du: «Si tu veux faire, débrouille-toi toute seule». C'était vraiment, je suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi. Mmh. Je pense qu'il y avait une espèce de pression et sans aller dans des trucs trop perchés, je pense clairement que les attentes que j'avais moi, c'est qu'elle soit un autre chien et il a fallu que je lâche l'affaire avec ça, vraiment, et que je sois contente d'avoir ce chien-là. Et au-delà de la sympathique bestiole, vraiment dans son caractère et de ce qu'elle est capable de donner et c'est vraiment hyper important, je crois, parce qu'ils sont quand même des éponges et si moi j'ai une attente particulière et qu'elle n'a pas la compétence de la remplir, pour exemple, soit un berger allemand, c'est un peu compliqué pour un border. Mais j'avais pas du tout conscience de ça, hein, c'était vraiment quelque chose d'inconscient. Mais j'ai certainement fait une transposition de mon ancienne chienne sur Kaipi, c'était un berger allemand, tu qu'à être un berger allemand. C'est difficile pour un border d'être un berger allemand. Donc quelque part, bah, pour elle, c'était: «Mais je suis pas ce que tu attends de moi» et il a fallu sacrément de choses et de gens qui croisent ma vie pour que je me rende compte que, en fait, je suis la plus chanceuse du monde que d'avoir un chien comme ça. Sauf que j'ai mis un petit peu trop de temps pour me rendre compte, mais c'est OK maintenant. Oui et puis, comme on dit, hein, c'est jamais trop tard et puis, bah, maintenant vous faites un super binôme avec, enfin voilà, comme tu dis, une chienne qui connaît le job, qui a compris ce qu'elle devait faire et toi qui as plus qu'à finalement admirer et regarder et à intervenir quand il faut et ça, il y a tellement de gens qui rêveraient de ça, de voilà: «OK, bah, moi je mets les mains dans les poches, fais et puis quand tu as fini, tu me le dis». Top, hein? Et en même temps, d'un autre côté, on se sent quand même sacrément inutile, hein. Oui, bon après, il y a quand même, tout le pendant, hem, avec la construction du jeu, et puis finalement la relation en dehors et comment dire? Enfin, finalement, c'est le flair, on rentre dans leur univers, mais finalement, on se rend compte que on y est invité.
on peut pas s'imposer. Enfin, il y a certains chiens qui te font cette belle piqûre de rappel pour te dire: «OK, t'inquiète, Toi, je tu gère». amené à chier. Toi, tu es juste un invité, quoi. Tu as C'est juste le ça. droit de regarder, de me sortir mon boudin ou ma balle quand il faut, mais voilà. Et c'est vraiment ça. C'est exactement juste ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, voilà bien une discipline où l'humain est inutile. Parce que clairement, moi, je vais pas aller renifler sous la table pour voir, même si, OK, parfois on peut le sentir, mais oui, et c'est génial justement de se dire: «Bah, voilà, moi, en fait, finalement, je suis là pour lire mon chien, éventuellement l'aider parce que, bah, il reste encore des moments où c'est un peu compliqué pour elle, alors je vais passer devant pour qu'elle ose s'introduire dans une pièce ou quelque chose comme ça». Là, oui, je suis un soutien. Oui. Rien de plus en réalité, quoi. Donc c'est vrai que ça demande d'être suffisamment humble, je pense, pour se dire qu'effectivement, bah, là, le chien, n'est pas moi. Humble comme tu le dis et je pense aussi que ça demande beaucoup de lâcher prise et en fait d'accepter de suivre le chien où il nous emmène et de se dire: «Bah, ma foi» et encore une fois, sans attente. C'est-à-dire de se dire: «Bah, OK, tu penses que c'est là, bah, on y va. Puis, bah, si c'est pas là, tant pis». Au final, on joue pas notre vie, on est dans le du loisir, on est là pour se faire plaisir et c'est pas qu'on va exploser sur une mine ou mettre notre la vie de notre chien en danger, enfin, donc parfois je pense aussi qu'il faut remettre un petit peu les enjeux, là où ils se trouvent. Et c'est vrai que, bah, lâcher prise, c'est exactement ça, dans le sens qu'il faudrait aussi, je le mets au conditionnel parce que je suis pas encore complètement apte à ne pas, mettre de pression lors des concours. Mmh. Et ça, je suis encore pas apte et c'était flagrant dans le dernier concours où je fais des passages en senior, je vais pas dire catastrophiques, mais pas mirobolants et puis je fais chien blanc en master et que tout va bien. Il y a pas besoin d'aller chercher, 36 réponses à ça. C'est forcément moi. Parce que le chien, il a pas progressé brutalement. Donc c'est forcément moi. Mais c'est hyper insidieux parce qu'il y a rien qui est calculé et volontaire dans ces attitudes qu'on peut avoir Mmh. et de ce qu'on renvoie à notre chien de pression en réalité. Et je pense que bon, on parle d'un chien qui est sensible comme Kaipi, mais je crois que la pression, n'importe qui le met à n'importe quel type de chien avec plus ou moins de résultats positifs ou négatifs, mais c'est incroyable tout ce que nous, humains, on peut déposer sur notre chien et à quel point ils le ressentent, quoi. Et d'où l'intérêt aussi de faire ces tests où on fait conduire le chien par quelqu'un d'autre, où le chien n'est plus le même. Non, non, c'est Parce clair. que pas d'enjeu, parce que pas de pression et ça, c'est un sacré boulot d'humain. Et ça que d'arriver à complètement lâcher prise sur le résultat. Je me suis entraînée ce qu'il fallait, j'ai fait ce qui était juste pour arriver à ce moment-là. Maintenant, advienne que pourra. Et c'est super dur. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais, alors, moi enfin, je peux pas dire que je ressens jamais de pression en concours parce que ce serait mentir, parce qu'il y a des fois je me dis: «Mais attends, là, tu viens de faire exactement ce que tu dis aux gens de pas faire». Enfin, donc je pense qu'il y a quand même des moments où voilà, on est pris dans le truc et puis qu'on perd un peu son cerveau. Heu, Maintenant, je suis jamais arrivée stressée à un concours, alors que l'idée de faire un concours d'obéissance ou l'idée de faire un concours d'agility, ça me paniquait, ça me pétrifiait et je comprenais pas pourquoi j'ai jamais eu ce ressenti pour le nosework et en réalité, alors peut-être que, c'est mon ego qui crée des choses pour me protéger ou je sais pas, mais mon hypothèse, c'est que le stress, je l'ai déjà subi quand je faisais de la détection professionnelle, où j'avais la charge, avec mes chiennes de trouver des punaises de lit, dans un hôtel ou d'ailleurs de pas les trouver, mais avec, potentiellement, une personne, en pleurs parce que ça va lui coûter une fortune et que c'est un petit hôtel et qu'il a pas les moyens et que tu as la personne qui te suit de pièce en pièce et là, pour le coup, je t'assure qu'au niveau pression, on est pas mal, on est pas mal. Et c'est pour ça que je crois que quand je suis arrivée, concours Nosework, j'étais, de toute façon, le pire, je l'ai vécu et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup moins, subi ou ressenti cette pression, même si, bah, évidemment que quand tout d'un coup, il te manque cette dernière recherche pour valider le titre,
évidemment que tu as envie de l'avoir et évidemment que tu vas être différent Avant que de tu l'auras pas. ouais, pas toujours, des fois ça marche. Non, non, mais des fois oui, des fois non. Mais bah, ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça, on le sait et du coup, là, je peux imaginer que je suis peut-être un peu différente. Voilà, encore que, bah, il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas donc mais ce que je veux dire, c'est que le stress comme j'ai pu le ressentir pour d'autres disciplines, je l'ai pas avec le nosework. Je suis plus stressée de passer un niveau en mantrailing que de faire un concours nosework. Voilà. Donc vraiment, et c'est pour ça que je l'attribue, au fait que j'ai déjà subi beaucoup de pression quand je le faisais de manière professionnelle et que du coup, comme maintenant, je considère que je le fais pour ma pomme et que j'ai plus de compte à rendre à personne et ben, en fait, toute cette pression-là qui me pesait à l'époque, elle s'est enlevée. Mais bon. Ouais, c'est fou, hein, c'est même pas du forcément du stress, ça peut être simplement de je sais pas, on met de l'enjeu là où enfin je vraiment j'ai cette impression de mettre un enjeu là où il y en a pas et ça crée, des situations pas forcément les meilleures. Mais je pense que c'est humain et puis c'est un petit peu le concept, du concours parce que si on y va, c'est bon, au-delà du fait qu'on a envie de passer un bon moment, on a quand même envie que le chien réussisse et alors que le chien lui, s'il trouve pas, ben, il il est pas le bouleversé pour autant. Il a Mais pas de qualif, il s'en fout, je crois. oui, Ouais, clairement. je crois. Donc même inconsciemment, je pense qu'on voilà, on il y a forcément des trucs qu'on transmet aux chiens, encore une fois, à des niveaux plus ou moins importants et encore une fois, on en avait un petit peu parlé avant, de débuter l'épisode, enfin l'enregistrement. Je pense que ça dépend aussi de l'individu parce qu'effectivement tous les chiens sont sensibles, mais à certains niveaux et moi je sais pour avoir conduit plusieurs chiens, je peux pas du tout me permettre la même chose, en fonction du chien que j'ai au bout de la laisse, clairement. Il y a Évidemment. des chiens, je vais faire, «Ah!» voilà, ils s'en foutent et puis il y a un chien, enfin, en particulier, je pense à June, je vais faire: «Ah!» et là, elle fait: «Oh mon Dieu!» Elle est fâchée. Non, respire, voilà. Non, mais c'est vraiment ça et c'est fou quand même quand on a des chiens comme ça, c'est à quel point c'est impactant pour eux, ce qu'on fait nous. Et c'est là où il y a un super beau travail de savoir qu'est-ce qui est OK pour toi, pour ton chien, parce que tu peux pas non plus être quelqu'un complètement d'autre, en fait. Donc il y a aussi une adaptation des 2 côtés qui doit se faire. Et je pense que c'est là la richesse du binôme, c'est quand chacun a fait son bout de chemin et dans mon cas, bah, Kaipi, elle a fait son bout de chemin de voilà, d'être un peu mieux dans ses pattes et moi d'être beaucoup plus sensible à ses besoins, à ses envies et à ce dont elle est capable de faire et c'est là que finalement elle a réellement éclos parce que là, c'est le début de notre aventure, j'ai envie de dire. Ouais. Le reste était Donc un maintenant, petit peu il reste plus qu'à compliqué. trouver ce que tu peux faire, c'est-à-dire, petit moment méditatif, avant la recherche ou essayer de trouver des outils comme ça? Même pas, en tout cas, peut-être simplement effectivement, en tout temps me dire que c'est la meilleure du monde. Mmh. Bah, ça, c'est parfait. Bah, oui, parce que si je pense sincèrement ça, je peux pas lui mettre de pression. Je peux Non, qu'admirer le boulot. exactement, c'est très, très bien dit, j'aime beaucoup. Est-ce que tu penses pouvoir dire aujourd'hui que ta chienne s'est révélée alors je vais dire ta chienne ou toi? Est-ce que vous vous êtes révélés, grâce au flair et est-ce que tu aurais imaginé, bah, il y a finalement 3 ans, hein, bientôt 3 ans, une telle transformation? Est-ce que tu aurais imaginé pouvoir, arriver là? Alors, évidemment, ça nous a transformés, elle et moi, mais je pense que un des points clés, c'est que c'est des dans les 2 cas, c'est des disciplines où on est des vrais binômes et il faut apprendre à se comprendre, à communiquer et à faire ensemble et je crois que ça crée un lien incroyablement fort. Alors j'ai pas fait 106 disciplines, de diverses avec Kaipi, mais pour avoir essayé un peu d'agility, un peu des trucs comme ça, j'ai pas ça. C'est-à-dire que c'est pas autant, il faut qu'on fonctionne ensemble, il va falloir que toi et moi bah, typiquement dans l'entraînement, alors quand je dis maintenant elle se débrouille toute seule, oui, OK, mais il y a en fait le boulot en amont et là, je trouve que le travail de flair est très, très riche dans ce qui est de la création de liens entre l'humain et le chien.
Et puis effectivement, beaucoup d'apprentissage sur soi, mais plus sur soi en tant qu'humain dans la capacité de lâcher prise. Ça, c'est vraiment un beau qui ne lâche pas prise n'y arrivera pas, je crois. Claire, tu dis, hein? Abandonnera. Et on en a vu, hein, je veux dire, des Ah oui. gens, hem, dès que ça commence un petit peu à coincer, bah, on préfère arrêter et c'est OK, hein, c'est sans jugement de ma part, mais c'est vrai que ces moments-là, ils sont charnières, quoi, parce qu'il faut vraiment, heu, c'est plus une question d'entraînement, c'est plus une question de rigueur, c'est une question de lâcher prise et d'acceptation et je pense que c'est là où ça coince beaucoup pour l'humain. Le chien s'en sort très, très bien. Je pense qu'assez vite, il pourra faire des masseurs. Oh bah, clair, enfin alors, sans aucun doute, sans aucun doute et bah, par exemple, quelqu'un qui serait un petit peu en difficulté, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à lui donner? Enfin, des gens, voilà, qui se retrouvent, ou qui se rendent compte qu'effectivement, en concours, elles ont peut-être une attitude alors en concours ou même en entraînement, mais je veux dire en concours, le niveau de stress est encore plus important. Les attentes, je dirais, sont montent d'un cran. Même si parfois en entraînement, on peut leur mettre, de la pression sans le vouloir, je pense que là où on va faire vraiment les faux pas, ça va être, en concours. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui se rend compte justement qu'il y a une différence? Et bon, alors évidemment, tu me diras: «Lâcher prise», mais, c'est ce fameux mot que c'est facile à dire et et tellement pas facile à mettre en place. Lâche prise, bon ça, je pense que c'est hyper personnel, les techniques pour arriver effectivement à lâcher prise. Mais je pense que une des clés, en tout cas pour qu'il y ait des concours, c'est de partir avec l'idée qu'on va faire un super entraînement. Moi, je le prends comme ça et ça marche pas, hein, mais en tout cas, c'est non, c'est un bon début, on va dire. Merci pour, ce conseil, Fonctionne pas, mais qui est quand même le début d'un chemin et c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est qu'effectivement, peu importe les qualifications en réalité, parce qu'en fait, quelque part, je me réjouis pas du tout d'avoir un chien master parce que j'aurais plus rien à faire ensuite. Donc, c'est quoi l'enjeu si ce n'est que d'apprendre quelque chose, d'être dans un lieu où j'aurais pas eu l'opportunité d'aller travailler avec IP et puis de découvrir des autres façon de placer ou des choses comme ça et donc c'est vrai que je crois que si quelqu'un a beaucoup de pression face à ça, rappelez-vous 2 choses, les gains en général sont assez pathétiquement mignons, mais pas vraiment enfin on joue pas à un truc où on va gagner des sous ou je ne sais quoi, donc c'est super d'avoir cette petite peluche qui fait pouet pouet, mais vous avez les moyens de vous l'acheter, donc l'enjeu il n'est pas là. Hem, il y a pas de compétition et ça, je trouve merveilleux, entre nous, au niveau du nosework. Je crois pas que peut-être il y en a, mais en tout cas, ceci ne je peux pas, dire que je fréquente plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas: «Ouais, elle a réussi, pas elle» et cetera. Au contraire, tellement de bienveillance et tellement d'enthousiasme et de motivation que je crois qu'il y a pas de pression non plus à avoir sur le regard de l'autre. Partant de ce fait, je vais m'entraîner. Les lots, j'en ai pas forcément envie parce que le truc qui fait du bruit, c'est comme moi avec les enfants, on préfère pas l'avoir à la maison et le jugement des autres n'existe pas non plus donc finalement, c'est un entraînement et un chouette moment à passer et si on arrive à ça, je pense que c'est déjà un bout de fait. Mmh, clairement. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces paroles, avisées et c'est clair, hein, si on peut, voilà, se mettre dans cet état d'esprit un petit peu plus léger, ça enlève, quand même, déjà pas mal de pression. Comment est-ce que tu décrirais-tu les expériences de flair à quelqu'un qui n'y connaît rien? Et quels seraient tes mots pour l'encourager à se lancer dans l'aventure? Tout particulièrement, bah, avec un chien adopté ou avec un chien qui a vécu un ou plusieurs traumas, parce que ça peut être soit des chiens qui viennent, de Roumanie, d'Italie, des chiens, qui ont vécu des trucs, pas cool et qui seraient dans un petit peu dans l'état de timidité ou l'état de trauma dans lequel tu as adopté Kaipi. Bah, moi, j'encouragerais n'importe qui à faire du flair, mais même pour les chiens qui ont pas de trauma, en fait. Ouais, je te posais la question parce que, bah, voilà, quand les chiens qui ont vécu des traumas, bon, alors, de toute façon, ça, c'est une chose est claire, c'est on sait qu'il y a que le temps
qui répare les traumas. Chez les humains, c'est la même chose et que ça sert à rien de vouloir faire, ou leur faire 1000 trucs pour que ça aille mieux. Ça ira mieux le jour où ça ira mieux. Maintenant, je reste quand même intimement convaincue que le flair va un petit peu être un catalyseur ou en tout cas, va aider les chiens à se reconnecter à cet instinct que C'est parfois ils c'est ont perdu parce qu'on les a mis dans des situations où ils se sont dit: «Ben, j'attends de mourir et puis je fais plus rien, je bouge plus, quoi». c'est ça, c'est qu'en fait, le flair a ce truc génial que, bah, comme tu le disais si bien, c'est nous qui rentrons dans leur monde et autant n'importe quelle autre discipline, enfin à ma connaissance, le chien doit apprendre à faire quelque chose de spécifique, même si c'est naturel de s'asseoir et de se coucher, ça l'est pas sur ordre techniquement ou d'aller dans un tunnel, pas plus que ça non plus, si ce n'est pour aller se cacher, donc voilà. Par contre, renifler, les SMS des potes, tout le long, du bord du trottoir, c'est très naturel et même un chien traumatisé du fin fond de la Guadeloupe le fait. Donc finalement, je pense que c'est leur demander peu d'efforts pour créer un premier lien, c'est-à-dire ensemble, on a fait quelque chose et ça t'a pas coûté de le faire et je crois que c'est là où c'est vraiment magique dans les tout premiers temps, peut-être où on a un chien, sensible, c'est ce côté: «OK, ensemble, on va faire un truc qui est de ton côté, en fait et peut-être plus tard, on fera des trucs qui sont du mien, mais en tout cas là, bah, c'est pareil quand on va promener, puis encore, il y a des chiens, ils apprécient pas plus que ça d'aller se promener. Mais disons que c'est vrai que là, en tout cas, c'est, ben, ensemble, faisons un truc qui ne te demande pas d'effort et du coup, bah, forcément, ça crée du lien et c'est vraiment ça, le je crois vraiment le secret du flair, c'est c'est l'équipe que tu deviens avec ton chien, et c'est indissociable. Combien de personnes dans ce monde-là, on les appelle par le nom de leur chien, enfin, c'est pas méchant, hein, pas une seconde, mais parce que il y a une association qui est faite, parce que c'est des binômes, vraiment et c'est ça qui est super joli, en fait, quoi. Ouais. Écoute Caroline, merci beaucoup de nous avoir présenté, ton parcours et ton aventure avec Kaipi qui dure maintenant depuis, bah, bientôt 4 ans, enfin en tout cas 3 ans et demi. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot, pour la fin? Même si, bah, ce que tu viens de nous expliquer, c'est quand même une jolie conclusion, cette notion de binôme et encore une fois, enfin moi j'ai vraiment cette, aventure avec son chien, hein, parce que, j pour moi c'est vraiment ça. C'est le découvrir, c'est que lui nous découvre peut-être autrement, comme celui qui tient la laisse, comme celui qui tient enfin qui lui ouvre la porte, pour qu'il sorte ou pour qu'il rentre, ou celui qui lui donne la gamelle, enfin voilà et qui encore une fois, voilà, construire un petit peu une aventure ensemble autre. Est-ce que tu aurais quelque chose, enfin voilà, un mot de la fin à ajouter? Le mot de la fin, c'est qu'on a le chien dont on a besoin. Mmh. Tu veux peut-être un petit peu développer pour ceux qui moi je comprends très bien, mais Hem, c'est pas par hasard qu'on se retrouve, en tout cas pour moi, c'était pas du tout un hasard que je me trouve entre guillemets «confrontée» à, cette difficulté-là, parce qu'il y avait du boulot à faire de ma part et que finalement, c'était soit je me débarrassais de mon chien, chose que je pense que je serais incapable de faire, mais enfin, voilà, soit, eh bien, je me reposais des questions fondamentales sur moi et Kaipi, au-delà de ce qu'elle est et ce qu'elle deviendra, parce que c'est que le début de notre aventure, comme je disais, elle a été, un compagnon de route incroyable sur un cheminement que j'avais à faire et elle est arrivée parfaitement au bon moment dans ma vie pour m'aider, en fait, à cheminer parce que, bah, j'avais, physiquement un exemple, d'entraînement possible, en fait. Donc c'était beaucoup plus simple que de lire des livres. Pour le développement personnel, je pense que c'est vachement plus efficace d'avoir quelque chose qui bat de la queue que des bouquins à entasser dans une armoire. Donc, mon développement personnel, finalement, mon coach à moi, ça a été ma chienne et c'est co un peu comme peut-être les enfants, c'est peut-être réducteur de dire ça, mais en fait, ils vont pas faire genre: «C'est bien ce que tu fais», si c'est pas bien. Ça se voit et ils le font et ils le disent. Donc du coup, bah, ça permet aussi d'être face à une personne qui est extrêmement franche. Bon, OK, un animal qui est extrêmement franc et qui sait pas mentir pour faire plaisir. C'est magique. mmh.
Super et ben, merci pour ces belles paroles. Merci pour ce moment que tu m'as accordé pour cette interview et à vous tous, auditeurs et puis, ben, à ceux qui regardent sur YouTube, je vous souhaite une belle journée, soirée, où que vous soyez et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.